Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digital Men et aujourd'hui on va vous parler du retail puisque s'est tenu cette semaine un événement important pour la rentrée. Le Paris Retail Show, c'était le 11 et le 12 septembre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la configuration de Paris, on était à Berlin il y a quelques jours. Il y a une semaine. Et voilà. Et là on est derrière nous, l'Arc de Triomphe et un peu plus loin le Louvre pour ceux qui ne connaissent pas. Et on est sur l'esplanade de la Défense. Voilà, et on va commencer par un peu de réclame. Vous vous abonnez, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter qui paraîtra maintenant toutes les semaines avec beaucoup d'actu, beaucoup de liens vers la tech. C'est sans blabla, ce sera uniquement des liens qui vous donnera la quintessence, on l'espère en tout cas, de ce qui se fait de mieux en termes d'articles de la tech. Voilà, et bien c'est parti, on y va, premier épisode. Et d'ailleurs on a un invité, et vous allez le découvrir dans un instant. A tout de suite. Et donc nous voilà pour vous parler, vous faire un feedback de ce qui s'est passé cette semaine sur le Paris Retail Show. Paris Retail Week, on confond souvent avec le Retail's Big Show de New York. On voyage tellement. Et d'ailleurs pour ceux qui nous suivent, on a un invité que l'on vous a annoncé, pas le nom, mais il était déjà venu nous parler du Retail Big Show de New York. Alors donc c'est à Paris, c'est pendant 2 jours, et là on voit comment se prépare l'industrie du retail, c'est-à-dire comment elle vit avec les nouvelles instructions par le vocal commerce par exemple, comment elle vit avec les applications, c'est-à-dire le M-commerce, la commande sur mobile, tout simplement le e-commerce, traditionnellement par internet, et puis surtout l'expérience utilisateur en magasin. Donc on voit bien aujourd'hui la nécessité de repenser totalement l'expérience. On en parle, c'est un vieux loup de mer dans le retail, de centrer utilisateur, ok bravo, ça fait des années qu'on nous en parle, d'utiliser la data, c'est plusieurs années également qu'on en parle, mais comment est-ce qu'on arrive à créer une véritable expérience fluide? Alors en même temps en France, ça a toujours été quelque chose pour nous qui était important de recréer ces expériences, d'être leader dans le commerce. Est-ce qu'on est bien positionné finalement en Europe face à nos amis? Alors on sait que les Allemands et les Anglais sont un petit peu devant nous par rapport au M-commerce. Alors ils sont peut-être un peu plus équipés de tablettes parce que le M-commerce c'est quand même essentiellement sur tablette et un petit peu évidemment sur smartphone. Mais nous on est 3e dans les pays européens. Donc on progresse, on est sur le podium. Alors attention, le M-commerce par rapport au e-commerce, ça représente entre 50 et 60% du commerce via mobile. C'est quand même très important. Oui. Bon, donc à partir de là, eh bien, on va peut-être écouter notre invité que tu as interviewé cet après-midi. Oui, parce qu'il va nous faire la synthèse. Il va faire une synthèse avec les grandes tendances. Et puis on se retrouve après. C'est à toi Raphaël. Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Raphaël Catan, directeur associé de Talentco. On aide les entreprises à accélérer leur transformation et moi je m'occupe un peu plus particulièrement du secteur du retail sur lequel je veille régulièrement. Donc je reviens effectivement de la Paris Retail Week. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire un point à mi-année sur les tendances du retail qu'on a détectées généralement en début d'année, souvent au CES et au NRF à New York. Donc voir quelles sont les tendances qui se confirment, qui accélèrent et celles qui finalement tombent un petit peu à l'eau. Moi je retiens quelque chose c'est la première conférence d'ouverture, la keynote sur le Smart Phygital que je retiens. Tant elle était intéressante. Alors on passe outre le terme Smart Phygital, les néologismes du digital, ça commence vraiment à être juste saoulant et ridicule, mais ce qui est dit dedans et les 5 tendances qui ont été exposées dedans, là je suis 100% d'accord et je vais revenir rapidement sur 2-3 de ces tendances. La première, c'est du parcours d'achat au parcours de vie. C'est intéressant de comprendre cette logique, parcours d'achat au parcours de vie. Ça veut dire que les entreprises ne se concentrent plus uniquement sur le parcours d'achat, le consumer journey, mais vraiment sur le parcours utilisateur de A à Z. Derrière, il y a aussi toute cette notion d'hyper-empathie. Donc on sait depuis 20 ans qu'on doit remettre le client au centre. Ça fait 2-3 ans qu'on dit qu'il faut remettre l'UX au centre. Aujourd'hui, on va essayer effectivement d'être là où le consommateur est et quand il a le besoin, tout le temps. Donc c'est vraiment cette notion de commerce everywhere dont je vous parlais depuis déjà 2-3 ans, mais qui s'amplifie de plus en plus et aujourd'hui ça devient un must absolument incontournable. La deuxième tendance, c'était évidemment l'ère du conversationnel. Alors cette tendance, oui, j'ai envie de dire oui, mais pourquoi? Parce que l'ère du conversationnel, alors on entend un peu tout et n'importe quoi comme chiffre. On entend que combien 31% des possesseurs d'enceintes connectées ont déjà ajouté des choses à leur panier, des choses qu'ils veulent acheter à leur panier via la voix. On entend que c'est un marché qui représenterait en 2022 40 milliards de produits achetés par la voix. Et puis, on se rend compte que dans d'autres chiffres, seulement 2% des utilisateurs d'Amazon Echo auraient déjà acheté via la voix. Donc, on dit un peu tout et n'importe quoi. Je
je pense qu'il faut se méfier pour l'instant. Oui, on va rentrer dans l'ère du commerce vocal. Je pense que c'est l'étape 2, quand ces enceintes connectées intégreront des écrans et l'interaction voix plus écran, là oui, ça explosera. Donc oui, mais il faut faire des tests dessus. Attention à tout ce qu'on nous promet en ce moment. Et puis, dernière grosse tendance, Customer Care et Healthy Manufacturing. C'est effectivement l'enjeu clé de 2018. On est revenu du NRF en début d'année, notamment suite à la keynote de Doug McMillon, le CEO de Walmart, qui nous disait que lui, il a 2 missions. Walmart a 2 missions dans la vie, c'est de supprimer tous les irritants dans le parcours de consommation et c'est d'améliorer la vie de tout le monde et de sauver la planète. Et bien, on se rend compte que c'est exactement ça aujourd'hui. On se rend compte que les problématiques environnementales, développement durable, responsabilité sociétale explosent de partout, les consommateurs les demandent partout, toutes les enseignes alimentaires communiquent que là-dessus. H&M propose maintenant des détergents bio en plus de leurs vêtements au coton bio dans les magasins pour être sûr de maîtriser la chaîne d'utilisation du vêtement et que ce soit responsable et bio de A à Z. Vraiment, on se rend compte que 2018, c'est la convergence de ces 2 révolutions, la révolution digitale ou la transformation digitale et la transition énergétique. Et j'ai même envie de faire un jeu de mots, la transition énergétique avec le terme éthique. Encore une fois, pour les entreprises qui n'auront pas pris ce virage-là encore, qui n'ont pas mis ce dossier en haut de la pile, mais il est temps de le faire très très vite. Et ça a été confirmé par la Paris Retail Week. Merci Raphaël pour ces brillants commentaires et cette analyse toujours juste que tu as du retail. Alors finalement, c'est quoi les grandes tendances, mon cher Lionel? Je te lance la patate chaude. Oui, en fait, on a aussi observé d'autres tendances. On n'est pas les seuls, hein. Les magazines spécialisés comme LSA les ont souligné. Des tendances qui sont des tendances vers la migration sur les marketplaces. Même les marques vont sur les marketplaces, mais attention, ils ne vont pas sur les marketplaces en délivrant leurs produits, et ce sont les marketplaces type Amazon, on ne va pas les citer 1000 fois, mais finalement on ne pense qu'à eux souvent. Ils vont se mettre en vendeur central, c'est-à-dire vendeur central et non pas un seller central. C'est-à-dire que le vendeur central, il gère ses stocks, il gère ses livraisons, il gère ses retours, et en fait il se sert de la marketplace comme outil d'ouverture et finalement point de contact facilitateur. Ni plus ni moins qu'une expérience de vente qui, certainement par la marque, rassure ou par la diversité des produits qui sont dessus. C'est vrai qu'Amazon a initié la marketplace il y a quelques années maintenant, parce que de mémoire, on était aux alentours de 2000, ça devait être 2008-2010 quand ils ont lancé leur marketplace. C'était une révolution, c'est effectivement un positionnement difficile à trouver. Est-ce que c'est pas non plus finalement presque la disparition des intermédiaires s'ils ne se transforment pas en marketplace par défaut? Oui, alors après, il peut y avoir des marketplaces thématiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une bagarre parce que finalement, comme on le disait en introduction, la prépondérance et l'augmentation du m-commerce, c'est-à-dire du commerce via mobile, on sait très bien que sur le mobile, on a très peu d'applications. Ou tout au moins, si on en a beaucoup, on en utilise relativement peu. On utilise celles que l'on a véritablement adoptées parce que, par leur expérience utilisateur, elles nous ont permis d'avoir une expérience rapide sur des produits que l'on souhaitait obtenir. Une vue rapide, une facilité de commande, une facilité de paiement, une sécurisation des paiements, etc. Donc, nouvelle manière finalement de se référencer en tant que marque et d'aller directement auprès des communautés. C'est peut-être les thématiques, le contenu associé rédactionnel qu'il va y avoir, en plus naturellement des produits qui sont disponibles. Et tous ces éléments, effectivement, développent une marketplace plus ou moins communautaire ou thématique qui vont peut-être apporter effectivement plus de clients ou plus en tout cas de volumétrie en termes de chiffre d'affaires. On parle chiffre d'affaires, on parle argent et donc on parle fintech. Ah oui, les fintech. Voilà. Alors les fintech, elles font leur apparition dans le e-commerce. Alors vous allez dire pourquoi les fintech? Parce qu'en fait les fintech, elles, qu'est-ce qu'elles possèdent? Elles possèdent vos données transactionnelles financières. Et ces données transactionnelles financières reflètent votre personnalité, reflètent vos goûts, reflètent vos besoins, reflètent votre niveau de vie, reflètent en fait votre personne. Et eux, eh bien, ils sont en capacité aujourd'hui de travailler avec ces données et de fournir des données au niveau des retailers qui vont les exploiter. D'ailleurs, c'est Google qui à l'époque avait fait un test avec Visa ou Mastercard. C'était dans un reportage sur Netflix il y a quelques années. C'était un des députés européens qui en parlait du parti des hackers et qui précisait effectivement que Google, grâce au croisement de ses propres datas et des données de paiement, était en mesure de prédire un divorce entre 9 mois et 12 mois à l'avance. Donc vous êtes peut-être marié, vous derrière cet écran qui regardez, et vous ne le savez pas encore, mais Google le sait déjà, vous allez peut-être
divorcé. C'est-à-dire, tu veux dire que ton ami et collaborateur chez Altran qui invite une de ses collègues et qui dépense peut-être un peu plus que d'habitude dans le restaurant, pas de marque, ce sera bien. Ce serait un signe annonciateur. En tout cas, Google pourrait l'analyser comme tel, c'est ce qui est absolument sympa. Bon, et s'il se trompe, ça peut être complètement gaguesque. Voilà, exactement. Donc en même temps, on voit bien que la data, c'est une question absolument fondamentale. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de la data dans le parcours d'achat, mieux connaître son client pour mieux cibler, etc. En même temps, l'adressage, c'est quelque chose sur lequel finalement on n'aime pas forcément être ciblé. C'est ressorti dans une étude que tu voulais citer et tu la citeras peut-être dans un instant. En tout cas, la donnée est clé, ça veut dire que les systèmes d'information sont clés et finalement, l'avenir du retail ne repose-t-il pas, je te pose la question très ouvertement pour m'en débarrasser, sur les plateformes SI en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau retail aujourd'hui, c'est un décilotage des entreprises spécialisées dans le retail. C'est-à-dire que ce ne sont plus les marketeurs qui sont en première ligne, c'est un ensemble de métiers qui évidemment vont des marketeurs, mais aussi des équipes en magasin, en passant bien sûr par les services informatiques, par les DSI. On a un décilotage en fait des métiers au sein même des entreprises du retail. Et est-ce que ce n'est pas finalement la perte de pouvoir des marketeurs sur leur précaré qu'était le retail? C'est une forme de perte de pouvoir. C'est une collaboration entre eux et les data scientists. Donc, d'une certaine façon. Naturellement, de nouveaux métiers encore dans le commerce qui arrivent, mais c'est pas ils arrivent parce qu'ils sont nouveaux, c'est qu'ils se remettent vraiment pour être centrés clients au cœur de la stratégie. Et ils ne sont plus aux mains des directions métiers qui leur donnent effectivement un cahier des charges pour avoir un outil. Donc c'est le décilotage métier, c'est ce que l'on disait il y a un instant. Transversalité, il fallait le placer. Alors Raphaël en a parlé. Le vocal. C'est le vocal commerce. Le vocal commerce. 2 chiffres. Aujourd'hui en France, 9% seulement des personnes sont équipées d'un assistant vocal. Alors, on ne va pas tous les citer, il y en a beaucoup, mais évidemment l'assistant vocal dominant c'est Amazon avec Alexa, depuis son arrivée il y a quelques mois. Il avait été précédé du Google Assistant et évidemment le vocal commerce, c'est comment ces outils vont nous permettre de nous faciliter la vie. Alors aujourd'hui c'est 9%, mais les prévisions sont autour de 29% des Français qui prévoient d'en acheter à court terme. C'est bientôt Noël. Énorme. C'est bientôt Noël. Alors c'est vrai que les petits Google Assistants avaient fait leur percée pour Noël dernier, mais alors là pour le Noël 2018, est-ce que ce sera la revanche d'Alexa? Voilà, ça va être on peut se poser cette question d'ailleurs. Amazon Echo Spot, etc. Enfin, c'est PP World qui le disait sur BFM TV dans Tech & Co cette semaine. Et effectivement, c'était 50% des personnes, alors c'est une étude Adobe, 50% des foyers américains seront équipés d'une enceinte connectée dès l'année prochaine. Je crois que c'était ça la stat, ce qui est énorme. Alors c'est pas forcément de l'achat comme il le soulignait, puisque c'est une pénétration de marché souvent parce que vous achetez une grosse télé, vous achetez effectivement de gros électroménagers et on vous offre en plus une enceinte connectée. Et c'est ce qui fait qu'il y aura certainement une adoption massive qu'il faudra bien entendu mettre en perspective des ventes et de l'usage qui sera généré. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Alexa ou Google pour essayer effectivement d'interagir ou Alexa pour acheter directement un produit. C'est vrai que le fait de ne pas le voir, le fait de ne pas forcément le toucher bien entendu puisque vous avez des matériels, mais tout du moins de le voir, et fait que l'expérience, ça fonctionne très bien pour des courses, ça fonctionnera très très bien pour certainement des bouquins, quoique écouter le 4e de couverture par Alexa, ça doit être sympa, on fera le test. Et puis alors même si l'Echo Show n'est pas arrivé en France, l'Echo Spot est quand même muni d'un petit écran. Tu l'as acheté toi aussi? Oui. Tu l'as testé? Forcément. Oui, et on voit évidemment à travers l'écran, on peut voir un certain nombre de visuels sur ce que l'on a commandé vocalement. Et l'écran rond, c'est pas trop dérangeant? Pour voir une vidéo, non, c'est pas terrible, mais enfin bon, après on zoome et puis on voit le centre. Donc peut-être comme Raphaël le dit, effectivement, c'est l'association du vocal et grâce à ce qu'on a pu voir notamment à l'IFA, les écrans pliables et qui peuvent être intégrés très facilement sur n'importe quelle surface, qui permettrait certainement d'avoir une expérience qui soit clairement homogène et pas que le vocal ou que l'image. Et puis après le vocal, une fois que l'on a passé la barrière justement de tout ce que tu viens d'expliquer, il y a l'étape du paiement. Oui. Et là, sur le Paris Retail Week, Amazon présentait évidemment sa formule Amazon Pay. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse quelque chose sur les fintechs et notamment tous les terminals de paiement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le rythme cardiaque,
cardiaque pourrait être une empreinte de paiement. Le rythme cardiaque et la nouvelle. Avec la nouvelle, je fais quelle transition fantastique après cette effectivement keynote fantastique qu'on a pu voir il y a quelques jours. Effectivement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à exploiter, puisque globalement ça existe déjà, parce que je crois qu'ils avaient fait, c'est Alipay qui avait dû tester effectivement ce. Alipay, la Chine, ça nous permet de faire la transition, tiens. Oui, alors ça tient. La Chine était en force. Oui, une transition. Alors c'est vrai que pourquoi la Chine? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on l'entend sur toutes les antennes, la guerre sino-américaine bat son plein au niveau du commerce, au niveau des fournisseurs, des sous-traitants, etc. Et donc, eh bien, on a un certain nombre d'acteurs chinois qui sont venus, d'abord parce qu'il y a une communauté internationale chinoise qui est très importante en France ou en Europe, qui sont venus proposer des solutions de paiement et notamment des solutions qui sont des solutions destinées à des binationaux ou à des touristes chinois. Donc, oui, pour que ce soit adapté en fonction effectivement de leur origine géographique ou de la provenance de leur pays. Et donc ils sont en mesure aujourd'hui d'avoir des publicités adressées. C'est fantastique. Monoprix n'avait pas fait un test là-dessus ou c'était Alors Monoprix c'était avec Google. Maintenant au niveau des Chinois, si on cite Amazon, on cite Alibaba, c'est Alipay, et c'est etc. Et là il y a une très très grosse concurrence qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui c'est le printemps qui a, je crois, intégré Alipay dans sa stratégie effectivement récemment. On vérifiera. Ils en ont parlé. Oui, je crois qu'ils en ont parlé la semaine dernière. Et justement parce que ça leur permettait. Mais je t'ai coupé, excuse-moi, cher Lionel. En tout cas, ce qui est sûr, ce que je voulais dire, c'est que on en a parlé la semaine dernière à Berlin. C'est les assistants vocaux sont dans toutes les enceintes, etc. Toi, tu es équipé comme moi de Sonos. On est branché sur Alexa. Les différents modèles maintenant qui sortent sont tous upgradés avec des systèmes Google Assistant ou Amazon Alexa. Donc, évidemment, le vocal commerce. Maintenant, ça sera les solutions pertinentes qui permettront une expérience utilisateur fluide et sans friction, comme disait Raphaël tout à l'heure. Les irritants, sans Raphaël. C'est pas mal ça d'ailleurs. Mais on a vu quelques petites pépites. Tu as flashé sur une pépite. Effectivement, je reprends le nom qui est lilloise, qui s'appelle Limpidus. Oui, alors eux, ils ont mis en place un ticket de caisse intelligent. Alors, c'est quoi le ticket de caisse intelligent pour eux? C'est vous passez en caisse, vous recevez le ticket de caisse sur votre smartphone, jusque-là, bon, ok, pas trop de dématérialisé, pas trop de nouveautés, mais par contre, on analyse vos achats et avec cette analyse d'achat, on peut vous faire des préconisations nutritionnelles, on peut vous faire des préconisations de recettes, bref, on va rendre vos achats d'une certaine façon, on va les mettre en perspective, une perspective d'utilisation, une perspective de renouvellement, ou peut-être même des alertes, attention, vous avez pris trop de pâte à tartiner à la noisette. Donc il y a des sociétés comme Catalina que vous regarderez effectivement, qui sont spécialistes du réadressage commercial et promotionnel sur l'analyse du ticket de caisse, qui devraient certainement se pencher sur la question, s'ils ne sont pas déjà penchés dessus. Alors toi tu stresses aussi quand tu reçois des colis, et quand tu au niveau des colis, je suis en flip permanent, c'est pour ça que travailler avec eux, c'est une grosse société française qui s'appelle La Redoute. C'était mes premières missions de conseil il y a quelques années, plus de 10 ans, 14 ans maintenant, et effectivement la crainte de ne pas recevoir son colis est absolument forte. Alors, ce système ils l'ont mis en place sur Relais Colis. Relais Colis qui est en place sur Relais Colis permet justement de tracer à la puce près, au centimètre près, le camion qui vient vous livrer. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on pourrait imaginer, au-delà de savoir exactement quand est-ce que le colis va arriver, c'est peut-être, vous allez au travail le matin parce que vous ne travaillez pas forcément très loin de votre domicile, vous savez que le camion va arriver dans un délai de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure chez vous, vous avez le temps de vous rendre chez vous, de recevoir le colis, de le prendre, voire même de le prendre au passage. On pourrait imaginer des scénarios comme celui-ci, et puis tout simplement d'être rassuré. C'est vrai que ce côté anxiogène, et c'est pour le e-commerce une vraie problématique. On approche des fêtes de fin d'année, on sait très bien qu'avec les courbes de croissance du nombre de commandes, les problématiques de delivery entre 18h et 20h, entre 6h et 8h du matin, effectivement tout le monde veut être livré en même temps. Donc tout le souci aujourd'hui d'être en mesure de vous livrer dans le coffre, comme on a pu le voir avec effectivement beaucoup de propositions suite au NRF, que vous puissiez être livré directement chez vous, au créneau de votre choix, avec une précision à la demi-heure près, que vous puissiez être livré sur votre lieu de travail, apporte de la flexibilité, et puis ça apporte beaucoup de rassurance, et donc c'est ça effectivement qui certainement va fluidifier encore une fois les actes d'achat que l'on peut avoir, parce qu'on sait que le paiement et on sait que le delivery sont des problèmes aujourd'hui dans le retail quand on commande
à distance. Bien entendu en magasin, toujours de l'expérience, beaucoup de choses, mais finalement moins de marketeurs sur ce salon, si on peut, moins de solutions marketing et de plus en plus de solutions ici. Plus en plus de solutions de sécurité, de paiement, etc., bien sûr. Ce qui nous amène peut-être à dire qu'effectivement les marketeurs perdent le combat pour l'instant du fait de dominer le marché du retail, où leurs expertises bien qu'appréciables viennent aujourd'hui se compléter par les SI, et principalement parce qu'il faut désiloter l'ensemble de la chaîne de valeur qui bosse en société, parce qu'on s'interface de plus en plus avec des grosses plateformes, que ce soit du Maximo, que ce soit du SAP, que ce soit toutes ces plateformes qui naturellement agrègent des flux de data, vous permettent un redressage meilleur, une expérience plus fine pour le consommateur. Enfin bon, bref, ça veut dire que les SI sont encore là derrière et on leur donne plus le cahier des charges en tant que direction métier. Effectivement, ils collaborent directement à l'élaboration des nouvelles expériences. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on constate. Une expérience, on pourrait conclure là-dessus, une petite expérience qui a été faite qui s'appelle Tourist Tracker. C'était une expérience qui a été faite avec Franprix. Et là, l'idée, alors c'est complètement SI comme système, c'est géolocalisation du touriste, expression de bannière publicitaire dans sa langue, avec évidemment les produits qui sont au Franprix le plus proche de l'endroit où ils se trouvent. Ça, c'est ça effectivement, l'adaptation contextualisée. Voilà. La data a encore de beaux jours devant elle. Est-ce qu'on a tout dit? On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. On a peut-être même été un peu long, mais il fait beau. Comme d'habitude, mais il fait beau, il fait bon et on en profite. Merci à Raphaël de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous de nous suivre. On vous invite bien entendu à revoir très rapidement cette vidéo ou à la partager puisqu'elle sera dans quelques minutes également sur Facebook, sur YouTube, parce que là on est sur Facebook. Et puis on vous souhaite à tous et à toutes de très belles aventures autour du digital. Abonnez-vous, prêchez la bonne parole et à très vite. Bye bye. Salut Lionel. Salut. Ciao.